qui dirige le groupe littéraire de Proust en association avec l'Alliance française de Greenwich and the Byram Schubert Library. Le Festival de Proust dure entre le 9 et le 14 avril, commémorer le centaine anniversaire de la mort de Marcel Proust entre 1871 et 1922. Alors, bienvenue tout le monde. Je crois que Ferrechte va présenter les autres événements de Proust qu'elle gère pendant la semaine. Oui, on a, à part de conférence d'aujourd'hui, on a un film discussion. Mercredi, ça fait partie de Worldwide Wednesdays, qui est un programme de Focus on French Cinema à Alliance française of Greenwich. Tout le monde va regarder Time Regain. On peut le trouver sur, je crois, Amazon Prime et Canopy. Et le soir du 13 avril à 5 heures, on va, Joe Meyers, il est le Programming Director of Focus on French Cinema, il va diriger la conversation de ce film Time Regain, qui est le titre de dernier volume de Proust. On a encore, ça c'est en Zoom, et en anglais. On a un autre programme, un concert le jeudi 14 avril à 299 Greenwich Avenue, Greenwich Arts Council. C'est eux et Alliance qui sponsoring ce programme. C'est un concert avec les pièces musicales de période de Proust, comme Debussy, avec Pamela Kuhn, qui est un soprano, je le dis en anglais, internationally known soprano. Elle va chanter, il y a un pianiste qui va jouer le piano, et puis on a un acteur qui va lire les pièces de Proust qu'on a sélectionnées. Et on a le programme de Proust, c'est une réunion mensuelle sur le Zoom. On lit des petites parties de livres chaque mois, comme ça c'est plus facile à se lancer dans ce livre énorme. Et en mois de mai, on va commencer le dernier volume, Time Regain. Alors, si vous voulez participer, vous regardez sur le site d'Alliance ou sur le site de Greenwich Proust Society. René, c'est à toi. C'est à moi. Alors, bienvenue encore. Alors, je vous présente Catherine Richard-Leduc, qui est d'abord le guide conférencière national. Catherine est attachée à l'Institut du monde arabe depuis 2000 et aujourd'hui, elle est employée pour les journées du patrimoine au ministre de la Culture. Son expérience inclut présentation des grandes expositions à Paris et en Europe. Bienvenue, Catherine. Merci à vous, je suis ravie d'intervenir à ce moment. Alors, le petit souci que j'ai, c'est que je ne retrouve pas… Ah si, pardon. Voilà, donc on va commencer cette intervention. J'espère que vous pouvez voir le diaporama qui va commencer. Et nous allons parler donc de Marcel Proust, écrivain évidemment totalement majeur. Et le titre de l'exposition qui se déroule actuellement au musée Carnavalet, musée consacré à l'histoire de Paris, est celui-ci, Marcel Proust, un roman parisien. Et nous allons commencer avec ce très beau portrait de Jacques-Émile Blanche. Jacques-Émile Blanche a été un ami de longue date de Marcel Proust. En fait, ils se sont connus à Auteuil, où le grand-oncle de Marcel possédait une villa. Auteuil, à l'époque, était encore un village, même s'il avait été rattaché à Paris dès 1860. Et en fait, ils sont devenus extrêmement complices. Alors, Marcel Proust a connu une enfance bourgeoise. Son père était médecin hygiéniste. C'était, comment dirais-je, une discipline relativement nouvelle. Et il est devenu, en fait, l'hygiéniste en chef de la faculté de médecine de Paris. Alors, il était catholique.
pas très pratiquant à dire vrai, mais catholique. Et vous avez ce portrait ici qui le montre comme un homme d'importance, dirons-nous. Et il épousera Jeanne Veil. Jeanne Veil était d'une famille de commerçants, notamment. Jeanne Veil est juive, mais ça ne pose aucun problème et les deux ne manifestaient pas une religiosité très marquée. Pour autant, le jeune Marcel, qui naît le 10 juillet 1871, sera baptisé. Et en fait, il se revendiquera un petit peu des deux religions, mais sans que ce soit extrêmement important. Il faut dire qu'à cette époque de la seconde moitié du 19e siècle, eh bien, la bourgeoisie juive est très importante à Paris, elle est très bien intégrée et elle adopte, je dirais, les habitudes et les modes des bourgeois catholiques habituels. Alors voilà une photo de Marcel et de son petit frère qui est né 2 ans après, Robert Proust, qui est donc sur la gauche. Marcel est un enfant un peu délicat. Il souffre, semble-t-il, très tôt de crise d'asthme. Et de fait, il ira à l'école de manière un petit peu irrégulière. Vous le retrouvez un peu plus âgé, vers l'âge de 9 ans, et vous avez un portrait à côté qui représente un de ses amis aussi, qui va connaître dans son enfance, c'est Jacques Bizet. Alors, vous connaissez probablement Georges Bizet, l'auteur d'un certain nombre d'opéras, dont le plus célèbre, je crois que c'est le plus joué dans le monde, est Carmen. Et Jacques Bizet sera aussi un ami d'enfance qui sera assez proche du jeune Marcel. Et en fait, Marcel rentrera au lycée Condorcet, rue du Havre, lycée qui était destiné à la bourgeoisie et à l'aristocratie de cette partie de Paris qui est à l'ouest. Alors, il faut savoir, et je vous l'ai dit, que Paris s'était beaucoup agrandi, avait lancé des opérations immobilières et que la bourgeoisie avait quitté un petit peu on va dire notamment le quartier Saint-Germain de l'autre côté pour s'installer justement dans ce qu'on va appeler les grands boulevards et ensuite le 8e et le 16e arrondissement. Alors, il va faire des études, on va dire, moyennes. Bon, il est souvent malade, comme je vous l'ai dit. Il aimait beaucoup l'histoire et la littérature, mais par exemple, il aura un niveau tout à fait insuffisant en mathématiques et en sciences. Et il obtient néanmoins son diplôme et il va rentrer à la faculté de droit et de sciences politiques. Pour autant, on ne peut pas dire que ses études à la faculté soient vraiment très suivies. Vous avez ici un portrait de Jeanne Veil et de ses 2 fils. Robert va devenir médecin, il sera chirurgien et ce sera aussi un médecin très reconnu. Et pour ce qui est de Marcel Proust, là vous voyez Adrien, père, et son fils Robert, peu de temps avant sa mort, puisque le docteur Adrien Proust mourra en 1903. Alors, que veut faire dans la vie Marcel Proust? Encore une fois, il est rentré à la faculté de droit, mais on ne peut pas dire qu'il soit véritablement très motivé. Et en fait, d'emblée, il s'intéresse plutôt à ce que l'on pourrait appeler un parcours mondain. Un parcours mondain, c'est-à-dire qu'il va fréquenter la bourgeoisie, l'aristocratie. Et on est dans une période, encore une fois, où la vie, je dirais, quotidienne à Paris a beaucoup changé. Pourquoi a-t-elle changé? Parce qu'on a créé de nouvelles manières de se distraire et de s'occuper. On va créer notamment des passages couverts qui permettent de se promener sans être au contact des intempéries. Vous avez dans les passages couverts des boutiques, des restaurants, c'est la Révolution française qui va amener la création de restaurants, des théâtres, et on va voir aussi, et on le doit notamment à Napoléon III, Napoléon III, empereur jusqu'en 1870, on va créer des jardins publics. On est dans cette époque où on pense que la santé passe aussi par l'exercice. Et ce que vous voyez ici, c'est Marcel Proust, donc,
au tennis club du boulevard Bineau à Neuilly. C'est-à-dire qu'on a largement dépassé, je dirais, la limite du Paris historique. Alors, il est ici en se montrant de façon assez amusante, comme s'il jouait de la guitare avec une raquette de badminton, et il est au pied de Jeanne Fouquet, qui est un petit peu au-dessus de lui. Jeanne Fouquet, dont il sera amoureux. Alors, il faut déjà dire que Marcel Proust tombe amoureux très jeune de jeunes filles ou de femmes, et notamment en se promenant dans les jardins publics où il connaîtra des émois amoureux très précoces, mais qui ne seront pas suivis des faits. Et à l'âge où il arrive à 17 ans, par exemple, il va tomber amoureux de celle qu'on peut appeler une demi-mondaine, Madame Eman, qui venait d'Amérique latine et qui devient un personnage très en vue. Elle sera la maîtresse du grand-oncle et elle sera également la maîtresse de son père, Adrien Proust. Sachant qu'à 17 ans, il va s'ouvrir auprès de Jeanne Eman du sentiment qu'il ressent pour elle, et elle va le congédier assez vertement. Elle avait l'habitude de l'appeler « mon petit Saxe délicat ». Le Saxe était une porcelaine fragile. Il faut savoir que le grand-oncle, notamment, avait une fabrique, le grand-oncle Veille, une fabrique de céramique. Donc, sa jeunesse est marquée par ces sortes d'amour transi et impossible vis-à-vis des jeunes filles, mais on verra également qu'il a quelques coups de foudre pour des garçons. Et notamment ici, vous avez une photo extrêmement révélatrice qui représente assis Marcel Proust, vous le reconnaissez aisément. Au-dessus de lui est Robert de Flers, qui sera un auteur, un dramaturge très apprécié, et vous avez Lucien Daudet. Vous connaissez probablement Alphonse Daudet, qui sera un écrivain du 19e siècle extrêmement important. Alphonse Daudet, d'ailleurs, qui jouera un rôle politique assez important à l'époque de la crise de l'attaque contre Dreyfus, qu'on va accuser d'avoir trahi l'État et qui va diviser la France entre anti-dreyfusards, largement marqué par un antisémitisme qui reprend, si j'ose dire, de l'activité, et également Alphonse Daudet sera au contraire dreyfusard comme Émile Zola et comme Marcel Proust. Lucien Daudet, qui est le fils d'Alphonse, lui est anti-dreyfusard, mais il va se créer une amitié amoureuse très importante, et cette photo est tellement révélatrice. Regardez le regard en quelque sorte énamouré et la façon dont le bras est posé sur l'épaule de Marcel Proust. D'ailleurs, les parents de Marcel ne s'y tromperont pas et ils vont chercher à retrouver toutes les photos pour les mettre de côté afin que le bruit ne circule pas trop. Le père de Marcel se doutait que, disons, il était plus intéressé fondamentalement par les hommes que par les femmes. Et très souvent, quand il était placé dans une situation difficile, ses crises d'asthme empiraient, parfois de façon un peu exagérée, et le père de Proust avait compris que c'était une manière, en quelque sorte, d'éviter trop de questions. Donc, on est resté dans cette optique où on ne se prononçait pas. Voilà ce très joli portrait aussi de Marcel Proust. Alors, vous savez, on l'a souvent représenté comme quelqu'un d'un peu fragile, de très renfermé. C'est tout l'inverse dans sa jeunesse. Vous avez vu la photo où il pose donc au club de tennis. Vous avez vu, vous n'avez pas vu, mais en fait, il n'hésitera pas à provoquer en duel Jean Lorrain, autre homosexuel avéré, mais qui se moquera des premiers écrits de Proust
comment dirais-je, en des termes vraiment pas très sympathiques. Il sera provoqué en duel. Le duel n'amènera aucune blessure, mais c'est quelqu'un quand même qui s'affirme pas mal dans sa jeunesse et qui fréquente de plus en plus, je dirais, cet univers mondain. Alors, par exemple, ici, on peut voir, comment dirais-je, Madame Strauss, qui est ici. Madame Strauss était la veuve de Georges Bizet et elle va ensuite se marier avec un financier et ouvrir un salon. Et de la même manière qu'il avait sollicité l'amour de Madame Emma, eh bien, Marcel Proust va faire sa déclaration à Madame Strauss, excusez-moi, qui n'en croira pas ses oreilles et qui va le réprimander vertement. Elle avait 22 ans de plus que lui. Donc voilà, Marcel qui commence à fréquenter cette société mondaine et notamment les salons. Les salons étaient tenus par les femmes et notamment par Madeleine Lemaire, connue pour devenir un peintre absolument intégré. Et Madame Lemaire avait créé un salon où il va rencontrer pas mal de monde. Alors, Madame Lemaire, quelque part, eh bien, on va la retrouver dans La recherche du temps perdu, puisqu'elle va être assimilée à Madame Verdurin. C'est la patronne, comme on l'appelait, comme on la surnommait, c'est-à-dire avec un diktat, des affirmations bien marquées et le désir, entre autres choses, de se retrouver, comment dirais-je, un petit peu à diriger ces jeunes gens. Et par exemple, ici, vous avez ce tableau présenté dans l'exposition de Pierre-Georges Jagnot, une chanson de Gibert qui tient la guitare dans le salon de Madame Madeleine Lemaire. Salon donc qu'on fréquentait le soir. Alors Madame Lemaire, comme notamment Madame Strauss, étaient des bourgeoises aisées. Et au fur et à mesure de, comment dirais-je, cette ascension dans la société de Marcel Proust, eh bien, il désire véritablement fréquenter la haute société. Il va y parvenir, notamment avec le comte Robert de Montesquieu. Vous avez ici un tableau de Giovanni Boldini, j'ai mal tapé. Giovanni Boldini, ce tableau n'est pas dans l'exposition, mais on peut le voir à Paris, puisqu'il y a une exposition au Grand Palais qui vient de s'ouvrir sur Giovanni Boldini, peintre mondain par excellence. Et Robert de Montesquieu est aussi quelqu'un qui préfère les hommes aux femmes. Ils vont avoir une liaison qui sera assez marquée après celle de Lucien Daudet. Et Robert de Montesquieu va le faire entrer à un niveau supérieur dans les salons, comment dirais-je, véritablement aristocratiques. Alors, n'allez pas croire que Marcel Proust voulait absolument connaître l'aristocratie par ambition ou par désir d'épouser une jeune femme noble, pas du tout. En fait, il se veut un observateur de la vie culturelle. Et notamment, c'est là, grâce à Montesquieu, qu'il va rencontrer ce musicien fort apprécié à l'époque, Reynaldo Hahn, qui lui aussi est homosexuel et avec qui il va avoir une liaison de plusieurs années. Un musicien d'une grande sensibilité qui sera aussi un des acteurs de cette vie mondaine. Alors, il va rencontrer aussi Charles Haas. Charles Haas est également juif et c'est un personnage important qui, comment dirais-je, connaît les cercles, notamment, comment dirais-je, le Jockey Club, ce qu'on appellera le Jockey Club. Et c'est très important parce que Charles Haas lui inspirera le personnage de Swann. Swann, qui est un aristocrate un petit peu, comment dire, un petit peu excentrique et qui, comment dirais-je, tombera amoureux d'Odette,
demi-mondaine également, il épousera contre l'avis de chacun. Voilà Charles Haas, représenté dans un très beau tableau de James Tissot, qui est, si je ne m'abuse, au musée d'Orsay. C'est le cercle de la rue Royale, hein, qui sera le Jockey Club. Vous avez toute la haute bourgeoisie et l'aristocratie, notamment du lieu. Et Charles Haas sera aussi un personnage qui va lui faire rencontrer pas mal de monde. Et en fait, Marcel Proust, notamment grâce à Robert de Montesquieu, pourra rentrer dans le salon de la comtesse de Greffeuil. Cette comtesse de Greffeuil, très belle personne, extrêmement cultivée, est ici prise en photo dans une robe du couturier Worth. Nous sommes encore une fois dans une pleine mutation. On va voir que progressivement, on va abandonner les canons de la mode, comment dirais-je, habituelle. Et la comtesse de Greffeuil avait un salon qui était en quelque sorte, pour ceux qui y étaient invités, une véritable consécration. Véritable consécration, en l'occurrence, qui lui permet donc, peu à peu, parce qu'au début, il va venir une fois ou deux, eh bien, d'intégrer vraiment ce monde extrêmement culturel. L'époux de la comtesse de Greffeuil, c'est Henri Greffeuil, jupitérien, dira-t-on, hein, est un personnage assez particulier. Alors, une sorte de colosse, beaucoup moins raffiné que son épouse, qu'il va tromper, mais allègrement. Pour autant, la mode à l'époque était d'épouser un nom ou d'épouser une fortune, de gagner un statut social supérieur ou bien de parvenir à renflouer, parfois dans le cas des aristocrates désargentés, ses moyens. Et de cette manière, en fait, eh bien, on épousait une femme qui vous donnait des enfants, mais on allait s'amuser, c'est chez celles qu'on appelait les belles horizontales. Et c'est un petit peu comme ça que fonctionnait ce milieu. Henri Greffeuil, donc, apparaît comme un personnage assez particulier. Et ce qu'on peut voir aussi ici, c'est un portrait, alors là c'est un petit peu plus tard, mais c'est à travers notamment ces nouveaux contacts que Marcel Proust va faire la connaissance de Jean Cocteau. Jean Cocteau, en fait, était un petit peu comme Proust, issu d'une bourgeoisie aisée, et il faut savoir qu'il est lui aussi homosexuel, mais que contrairement à Proust, pour lequel c'est un petit peu un côté honteux, Cocteau était très à l'aise dans cela. Et Cocteau va jouer un rôle très important pour la vie intellectuelle dans ce début du XXe siècle. Par exemple, il emmènera Picasso en Italie. Et Picasso, qui est vraiment le chantre du cubisme, à son retour, va revenir à plus de naturalisme. Et Cocteau l'introduira aussi auprès des ballets russes, les ballets russes de Diaghilev, qui vont remporter un succès extraordinaire au début du XXe siècle, à la fin du XIXe, au début du XXe siècle. Ici, vous avez le Dieu bleu, qui a été dessiné par Léon Bakst. Léon Bakst, donc, était à la fois décorateur et créateur de costumes. Et en fait, eh bien, grâce à Cocteau, Proust va être initié à ces ballets russes, à une nouvelle musique telle que celle de Stravinsky, et il sera enthousiaste. Et avec une sorte de naïveté fort sympathique, lorsqu'il verra notamment les œuvres de Picasso, Picasso fera un décor pour le ballet Parade des ballets russes, il avouera avec naïveté qu'il pense qu'il s'agit là d'un très grand artiste, mais que malheureusement, il n'y comprend rien. Pour autant, donc, eh bien, il va être vraiment tout à fait au sommet des courants et de la mode. Alors, c'est très intéressant parce qu'on imagine vraiment Marcel Proust tourner vers le passé, mais en fait, il a des passions très modernes.
il sera un des premiers à avoir une voiture automobile. Il sera aussi absolument passionné par l'aviation et il va suivre un petit peu les débuts de cette extraordinaire nouvelle manière de se déplacer. Il possédait chez lui ce qu'on appelle un théâtrophone. C'est un petit peu l'ancêtre de ce que nous sommes en train de vivre ensemble, sauf que le théâtrophone ne permettait pas de voir, on n'a pas encore inventé le cinéma, mais permettait d'entendre à distance des opéras. C'est exactement comme un téléphone, mais l'écouteur vous permettait d'entendre de l'opéra. Donc, en fait, il est vraiment dans cette atmosphère mondaine et culturelle. Alors, sachant que progressivement, puisqu'il a abandonné les études de droit, bien qu'il soit parfaitement à l'aise chez ses parents, où il a sa propre chambre, comment dirais-je, ils seront boulevard Haussmann et rue de Courcelles notamment, où donc il organisait des dîners lui aussi, que ses parents acceptaient qu'il organise. Il va progressivement écrire, notamment pour le Figaro, des chroniques mondaines. C'est un petit peu comme ça qu'il va commencer sa carrière littéraire. Alors, vous avez ici ce tableau de Georges Stein qui vous montre la venue de Bois de Boulogne. Alors, je vous disais, Paris s'est agrandi. Il a intégré Auteuil, Passy, Montmartre aussi, pas du tout au même endroit. Et avec cette idée d'ouvrir des jardins publics et de profiter de l'extérieur et de faire du sport, eh bien, on va développer ce qui est maintenant pour nous l'avenue Foch, cette grande avenue qui va vers le Bois de Boulogne. Et pour un mondain bien constitué, rien n'était plus agréable que de passer son après-midi à arpenter en calèche ou à cheval, disons, les avenues du bois. Les belles personnes, comme on les appelait, se rencontraient là. Vous avez deux cavaliers, dont une femme. Alors évidemment, on monte en Amazone pour les femmes. Il n'est pas question d'avoir, comment dirais-je, une tenue un peu osée pour monter à cheval. Alors, là également, vous avez un paravent de Maurice Denis qui commençait sa carrière. Maurice Denis est un peintre qui fera partie du groupe des nabis, en hébreu ou en arabe. Les nabis, ça veut dire les prophètes, et qui vont révolutionner un petit peu la peinture. La peinture a connu, entre les impressionnistes et, je vous ai parlé du cubisme, du fauvisme également, des moments très divers. Et Maurice Denis va faire partie de ce groupe des nabis qui met en valeur l'aspect décoratif et non plus la représentation illusionniste. Là, en fait, on voit cette réalité de l'époque. Nous sommes dans ces jardins publics où les nourrices amènent les enfants en même temps que les belles dames, descendant de leur calèche, peuvent venir faire, comment dirais-je, quelques pas et rencontrer d'autres personnes de qualité. Le Petit Proust, je vous le disais, a connu cela. C'est à partir de 1800, disons, du Second Empire, que véritablement on a développé ce genre de choses. Alors, le Paris mondain, eh bien, c'est beaucoup d'activités. Également commencent à apparaître des cabarets. Vous avez ici cette chanteuse fort célèbre en son temps qui s'appelait Yvette Guilbert, longiligne silhouette avec ses bras très expressifs qui étaient, si vous voulez, habillés de gants noirs. Vous avez l'Alcazar d'été avec une sorte de fantaisiste. Et puis, on va les voir d'un peu plus près. Il y avait des lieux un petit peu plus chics, notamment ici un tableau d'Henri le Sidaner qui représente la place de la Concorde. La place de la Concorde, c'est un peu l'union entre deux mondes. Le monde un petit peu ancien, classique, donc de cette bourgeoisie et de cette aristocratie, et puis ensuite ce monde nouveau des grands boulevards, des Champs-Élysées, qui étaient colonisés de plus en plus par la bourgeoisie. Et vous avez un tableau de Camille Pissarro
assez rare parce que Pissarro n'aimait guère Paris, il ne l'a pas beaucoup peint, l'avenue de l'Opéra. Vous voyez qu'on voit passer pour l'essentiel des voitures à cheval, mais aussi ici, alors je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, une voiture, comment dirais-je, automobile. Vous le revoyez donc ici. Et l'opéra est véritablement l'endroit qui est le plus recherché. L'Opéra de Paris avait été construit par ce jeune architecte Charles Garnier, qui avait avait été choisi par Napoléon III pour construire un opéra digne de ce nom. Alors, il faut savoir qu'il y avait un opéra, enfin, l'opéra existait à Paris à peu près depuis le XVIIe siècle, mais le problème était qu'il brûlait très souvent parce qu'on utilisait des chandelles. Et Napoléon III avait commandé un opéra dans un endroit assez vaste pour que, comment dirais-je, les calèches puissent rentrer directement dans l'opéra. Ça, c'était pour éviter les attentats qu'avait connus donc notre empereur Napoléon III. Et c'est un bâtiment très moderne. D'ailleurs, il était assez étonnant et quand Eugénie de Montijo, l'impératrice, l'épouse de Napoléon III, avait découvert la maquette, ça ne l'avait pas beaucoup séduit et elle avait demandé à Charles Garnier, mais quel est ce style? Est-ce du Louis XIV? Est-ce du Louis XVI? Et Charles Garnier avait eu cette réponse admirable, Votre Majesté, c'est du Napoléon III, ce qui est resté évidemment bien connu. Alors, ce que vous voyez ici, c'est l'intérieur de l'opéra. En fait, la plupart des grands opéras, si vous connaissez, alors je ne parlerai pas, comment dirais-je, d'opéra aux États-Unis, puisqu'ils sont souvent un petit peu plus récents, mais la Scala de Milan ou Covent Garden à Londres, bien, l'entrée n'est pas spécialement remarquable. L'Opéra de Paris, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que vous aviez une immense entrée avec un grand escalier, des candélabres à l'électricité, ce qui était très rare, et surtout des balcons qui permettaient de regarder l'arrivée des invités. Et c'est la scène que vous avez ici qui est représentée et donc qui montrait l'importance. Le spectacle était vraiment autant dans la salle et dans disons, les couloirs de l'opéra qu'à l'opéra même. Un autre tableau, le balcon de René-Xavier Prinet en 1900, qui représente ces soirées mondaines où l'on danse, notamment, vous voyez que on voit un couple qui est derrière et ici, on voit prenant le frais ces dames. Très beau tableau de Jean Béraud, hein, qui est aussi un chroniqueur de cette vie mondaine, l'hôtel Caille, hein, qui est représenté ici. Les messieurs sont tous en noir et ces dames ont des tenues plus ou moins extraordinaires qui permettaient en fait de, disons, connaître là aussi leur importance. Alors en général, dans ces soirées à l'hôtel Caille, on va avoir plutôt des femmes de l'aristocratie, certaines demi-mondaines, mais qui étaient arrivées à un niveau très, très important. Et vous voyez aussi qu'évidemment, il y a une dimension quelque peu, comment dirais-je, amoureuse avec cette toile Vertige qui représente un moment de séduction. Alors, il y a un tableau extrêmement intéressant qui est d'Henri Gervex. C'est une soirée au Pré Catelan, donc en 1909. Regardez à côté, vous avez une image qui représente le jardin d'acclimatation, entre autres choses. Voilà d'un petit peu plus près. Et vous avez des personnages très importants. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais ici, vous avez Santos Dumont, qui a été un très grand aviateur, dont Marcel Proust était aussi un grand admirateur. Et vous avez ici, notamment, le propriétaire du Pré Catelan, qui a été un des premiers, je dirais, à avoir créé une compagnie d'aviation. Et de ce côté-ci, le voici, ici, et là,
vous avez cette belle horizontale qui a connu les personnages les plus importants, c'est-à-dire Liane de Pougy, qui est représentée coiffée d'un chapeau très extravagant. C'est une manière un petit peu de les reconnaître. Alors, la journée d'un mondain, auquel souscrit évidemment Marcel Proust, se déroule donc dans ces lieux ouverts, dans ces restaurants chics, et notamment, il va beaucoup fréquenter l'hôtel Ritz, le bar de l'hôtel Ritz. Vous voyez qu'en fait, sa vie se passe essentiellement sur la rive droite. À l'hôtel Ritz aussi, dans des restaurants tels que Maxim's, qui existent toujours, et d'autres qui ont disparu, il vient en général dîner le soir quand il n'y a pas un dîner organisé chez les uns, chez les autres ou chez lui-même. Revoici donc ce qu'on a vu tout à l'heure, Yvette Guilbert. Et donc, bien, la journée mondaine se déroule entre les salons, les extérieurs, les restaurants chics, mais il y a aussi la face cachée. Et vous avez ici, alors c'est évidemment une photo moderne, mais l'hôtel Marigny a été créé par en fait le maître d'hôtel du Ritz qui un temps avait créé cet hôtel. Mais cet hôtel n'était pas du tout un endroit, je dirais, très, très recommandable, bien qu'il soit assez luxueux. C'était un endroit où les hommes pouvaient se rencontrer. Il faut savoir que Marcel Proust a subventionné la création de cet hôtel et a même offert les meubles de sa mère pour un certain nombre de meubles, puisque sa mère est morte en 1906 et qu'entre autres choses, eh bien, il a donné une partie de ses meubles. Alors, donc, comment dirais-je, ce qui va se passer, c'est qu'il va commencer à écrire un certain nombre d'ouvrages. Le premier est très ambitieux, Les plaisirs et les jours, mais en fait, il sera, c'est plutôt un ensemble de chroniques. Il va s'atteler ensuite à un premier roman, Jean Santeuil, qui ambitionnait d'avoir plus de 1000 pages. Ici, vous avez des notes, notamment pour Les plaisirs et les jours. C'est à cause de ça qu'il s'est battu avec Jean Lorrain, comme je vous le disais, qui s'était moqué de cet ensemble en disant que c'était une œuvre de chochotte, ce qui n'était pas très gentil, évidemment. Mais finalement, Jean Santeuil, il ne va pas le mener jusqu'au bout, et il va commencer en 1808 la rédaction véritablement comment dirais-je, de ce qui sera la recherche du temps perdu. Plus exactement, c'est à partir de 1912 que du côté de chez Swann va être écrit. Du côté de chez Swann, en fait, il va le proposer à la NRF et en fait, ce sera à compte d'auteur qu'il va le produire. Il semblerait que la NRF l'ait refusé dans un premier temps. Bon, ce sera, si vous voulez, quelque chose qui aura un succès d'estime, mais qui paraîtra en 1913, mais qui ne sera pas très important. Voilà. Le côté de chez Swann. Alors, ça n'est pas du côté de chez Swann qui sera prix Goncourt en 1919, ce sera À l'ombre des jeunes filles en fleurs, qui va remporter le prix Goncourt contre toute attente. Alors évidemment, entre la parution du côté de chez Swann et les jeunes filles en fleurs, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, il y a eu la guerre de 14-18. Il est resté à Paris et il est assez fasciné en fait par les tirs d'obus, par ce côté un petit peu incandescent de la guerre. Mais et donc le côté de chez Swann va remporter le prix Goncourt, qui va diviser totalement disons, l'intelligentsia française. Pourquoi ? Parce que face à lui, il y avait les Croix de bois de Roland d'Orgelès, qui racontait ce qui s'était passé, entre autres, dans les tranchées. Et beaucoup se sont émus qu'on préfère, en quelque sorte, l'écrit d'un mondain plutôt que la réalité du courage de nos soldats. Mais le vote avait été clair, 6 voix pour Proust,
4 pour, comment dirais-je, notre précédent, pour Roland d'Orgelès. Je reviens à cette diapositive, les placards, parce qu'en fait, la rédaction va être un peu compliquée, notamment la secrétaire de l'endroit, en fait, de Gallimard, va avoir l'idée, parce qu'il revient beaucoup sur ses écrits, de faire ces sortes de montages qu'on va appeler les placards, où on va pouvoir intégrer les notes qu'il va amener par la suite. Alors, à cette époque, donc, après la mort de sa mère, il s'est installé un temps boulevard Haussmann, mais au final, il va s'installer dans le même immeuble que Réjeanne, qui a été une très grande actrice, un petit peu, disons, l'égale de Sarah Bernard, et il va s'installer rue Hamelin dans un petit appartement qu'il trouvera affreux. Alors, ce qui est assez constant, ce qui est assez curieux, c'est qu'il a toujours l'impression qu'il habite dans un quartier horrible et une chambre affreuse. Et il se plaint très souvent du bruit, ce qui fait qu'il va tendre notamment des tapis et des grosses tentures pour éviter le bruit des voisins. Et quand il va s'installer un temps seul, après la mort de sa mère, eh bien, il a à son service Alfredo Agostinelli, qui sera son chauffeur. Quand il allait notamment en Normandie, c'est lui qui l'amenait. L'exposition de Paris ne parle pas du tout de la Normandie ni des autres lieux qu'a fréquenté Proust, puisque c'est Paris qui est en question. Et Alfred Agostinelli va finalement, alors évidemment, il tombe amoureux de lui, mais Agostinelli n'a pas, comment dirais-je, d'intérêt pour les hommes. Et il va être tout à fait désespéré parce qu'Agostinelli, passionné comme lui d'aviation, va réussir à rentrer dans ce milieu, mais malheureusement, il va mourir lors d'un crash. Et Proust sera inconsolable. Notamment, il dit qu'il ne prendra plus la voiture que conduisait Agostinelli. Et ça correspond un petit peu à cette époque, c'est un petit peu avant le succès du concours. Peu à peu, il va au contraire s'isoler davantage. Et à ce moment-là, eh bien, cette femme, alors qui est, comment dirais-je, sur cette photo, Cécile Albaret, va devenir en quelque sorte sa gouvernante. Et Cécile Albaret va être vraiment essentielle à la fin de sa vie, puisqu'elle va l'aider à écrire. Voilà l'appartement de la rue Hamelin, qui n'était pas si vilain que ça tout de même. Vous retrouvez le fameux portrait que je vous ai montré tout à l'heure, qui est ici. Et donc, en fait, il va progressivement s'isoler, même s'il sortait de temps en temps, notamment pour aller à l'hôtel Ritz. Mais il faut dire qu'il est il souffre quand même vraiment d'asthme. Et d'ailleurs, l'appartement était très peu chauffé puisqu'il avait peur de déclencher des crises d'asthme. Et donc, lui qui était très frileux, se couvre énormément avec, on le verra, voilà la reconstitution de sa chambre. Là, c'est dans le musée Carnavalet. Là, on a remis un certain nombre de choses dans son exposition. En fait, il va donc se couvrir d'une pelisse. Il écrit la nuit essentiellement dans son lit, les genoux repliés sur lequel il écrit, et Cécile Albaret veille sur lui comme une mère, peut-on dire, même si elle est finalement un petit peu plus jeune que lui. Et ce qui est intéressant, donc, c'est que peu à peu, eh bien, il va s'isoler. Et cette chambre, comment dirais-je, cette chambre rue Hamelin, est constituée par ce lit de fer. Et dans l'exposition, vous avez ici cette fameuse pelisse. Alors, c'est celle qu'il mettait pour sortir.
Et il a toujours été passionné, par exemple, par l'architecture médiévale. Et donc, lui qui allait très peu sur la rive gauche, eh bien, certains soirs, il sortait pour aller jusqu'à Notre-Dame, où il restait des heures à contempler le portail Sainte-Anne, qu'il trouvait absolument magnifique. Et cette police, c'est ce qu'il mettait lorsqu'il sortait au Ritz ou ailleurs. Dans cette reconstitution, on voit le lit de fer, on voit la méridienne qui est ici, et on voit également, comme une sorte de relique, un petit morceau de l'étoffe du couvre-lit bleu qui était le couvre-lit, donc on le voit un petit peu mieux ici, qu'il utilisait, mais il avait aussi cette draperie qui lui permettait d'avoir, si vous voulez, bien chaud en quelque sorte. Donc, en fait, à partir de 1919, eh bien, il va progressivement s'isoler, même si il reçoit la visite, par exemple, d'André Gide. Pourtant, André Gide l'avait guère soutenu quand il avait voulu faire éditer par la NRF l'ensemble. Mauriac viendra le visiter également. Et voilà encore quelques détails. Hein, là, excusez-moi, le titre, il y a eu un problème. Et en fait, malheureusement, il va mourir. Il va mourir d'une bronchite qui va s'aggraver. Il avait pris froid lors d'une sortie le 10 novembre 1922. Et en fait, cette photo sur son lit de mort a été faite par Man Ray. Man Ray, évidemment, un artiste tout à fait remarquable, surréaliste, qui ne connaissait pas spécialement Proust, que le hasard a amené à faire sa photo sur son lit de mort, où en fait, il a remarqué, on disait, c'était l'expression utilisée à l'époque, le profil assyrien de Marcel Proust. Autrement dit, le profil assyrien faisait un peu référence à ses origines judaïques, donc un physique un petit peu oriental en quelque sorte. Je vous rappelle qu'en 1922, eh bien, suite à l'affaire, donc à l'histoire de Dreyfus, à la condamnation de Dreyfus, et au fait donc que finalement on avait reconnu qu'il n'était pas coupable de haute trahison, vous aviez un antisémitisme latent qui s'était quelque peu développé. Alors que conclure de la vie de Marcel Proust, qui évidemment est considéré comme un géant absolu de la littérature? Eh bien, ce qu'on peut en conclure, c'est que cet intérêt pour la mondanité n'était absolument pas quelque chose de superficiel. En fait, il faut comprendre que, si vous voulez, les salons se parient en plein bouleversement, en pleine transformation, avaient amené à reconsidérer complètement la vie intellectuelle et culturelle. Et donc, il faut louer en quelque sorte l'obstination de Marcel Proust, qui a assez longtemps cherché sa vérité, mais cette vérité, elle est désormais considérée comme incontestable. Voilà, je vous remercie de votre attention et je serais ravie si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Je ne vous vois plus. J'espère qu'il n'y a pas de souci. On vous voit, Catherine. Ah, ben alors, très on bien. vous entend bien aussi. L'essentiel, c'est cela. Gail, est-ce que tu veux regarder les questions un petit peu? Merci. Merci Catherine. Je vais voir les questions. La première question, attends, je vais traduire. Donc c'était une des... Voilà.
ou Sarah, peut-être vous pouvez poser la question en français. Bien sûr, oui, excusez-moi, j'ai l'habitude des conférences en anglais, je suis désolée. Je suis directeur exécutif de l'Alliance française de Washington. Merci beaucoup, Madame Leduc, c'est très intéressant ce que vous avez dit. Mais je vous en prie. J'avais une question, lorsque vous avez montré la photo du groupe où ils étaient un petit peu sur la terrasse avec Madame Strauss, la fenêtre à l'arrière était ouverte et il semblait qu'on voyait le fameux portrait. Le portrait de Marcel Proust, absolument. Voilà. Et donc la photo, le portrait de Marcel Proust lui apparaissait en couleur alors que la photo est en noir et blanc. Donc je voulais savoir si c'était un multimédia, un collage, ou bien si c'était une vraie photo réelle. Non, je pense qu'effectivement, il y a une petite modification, une sorte un petit peu de collage. Hein. Parce qu'en plus, alors, le fils de Madame Strauss, Jacques Bizet, était un ami proche, mais je ne suis pas sûre que le portrait, il en ait fait l'acquisition. Donc, je pense qu'il y a eu un petit clin d'œil lorsqu'on a réalisé cette photo. D'accord, merci. Je vous en prie. Ok, il y avait une question sur un des diaspos, il y avait écrit Pelise, mais peut-être c'est permise. Enfin bref, ça c'était une. C'est pas là où le titre était bizarre. C'était pelisse, peut-être une pelisse. C'est un manteau épais. Il avait ce manteau qui était très chic pour l'époque, en col de loutre, avec des boutons de bakélite. La bakélite, c'est un matériau moderne à l'époque. Je pense que c'est de ça que vous voulez parler. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai pas, je sais pas, le titre que j'avais mis a été effacé. Je pense que c'est ça, puisque il y avait marqué en petit la pénis, quelque chose comme ça, ce qui veut rien dire, effectivement. D'accord. Je suis tout à fait désolée, excusez-moi. Merci. Question. Marcel Proust avait la maladie mentale? Si oui, pourquoi? Alors, qu'entendez-vous par la maladie mentale? Il n'a pas de maladie mentale. Il souffre d'asthme. Disons que la société rigoriste estimait que l'homosexualité était une maladie mentale, mais il ne l'a pas affiché. Il s'est plutôt, au contraire, défendu de cela. Mais il n'a pas de maladie mentale. Je ne pense pas qu'il était du tout envisagé comme tel. D'accord, merci. Il avait une nature très sensible, bien sûr. Absolument, absolument. Je suis d'accord avec vous, Catherine. Et d'ailleurs, c'est probablement pour cela que son père avait compris que parfois, embarrassé ou touché, eh bien, il surjouait un petit peu, il amplifiait la crise d'asthme qu'il pouvait avoir. Mais il n'a absolument pas de maladie mentale, enfin, à mon sens. D'accord. Une question. Pourquoi Proust se montrait tellement contre les hommes et les femmes homosexuels dans le livre Sodome et Gomorrhe? Oui. Pourquoi? Eh bien, je pense que c'est parce qu'il avait mauvaise conscience. C'est-à-dire par exemple, il a écrit très tôt des lettres, comment dirais-je, à des jeunes condisciples au lycée, où en quelque sorte, quand ils répondaient qu'ils n'étaient pas du tout intéressés par ce genre de pratique, il envoyait une lettre où il se fustigeait, où il disait qu'il était absolument désolé et désespéré. De la même façon, en fait, je crois que c'est un écran, quelque part, à la fois pour cacher sa véritable nature, et puis aussi parce que lui-même, au profond de lui-même, est gêné par cette tendance. Mais il faut savoir qu'il a fréquenté des milieux un peu spéciaux. Il était, semble-t-il, plutôt dominé que dominant, et soyons clairs, il acceptait des pratiques un peu sadomasochistes. D'ailleurs, il va être arrêté à un moment donné. Bon, ça ne va pas être très méchant. Et dans l'exposition, vous avez des photos notamment où on voit des jeunes apprentis bouchers, vous savez, bien costauds, l'air bien viril, ou alors des cavaliers en train de s'habiller.
il y avait deux natures en lui, c'est-à-dire qu'il est tombé amoureux sans cesse de femmes, mais c'était une sorte d'amour virtuel. Et d'ailleurs, ça n'aboutissait jamais à rien. Et à l'inverse, il aura quand même très tôt une pratique homosexuelle. Hein. Je vous ai cité certains de ses amants. De temps en temps, il déclare, par exemple, comment dirais-je, au comte de Fénelon, qui sera un ami très très proche, il va lui déclarer son amour. Que l'autre va décliner parce qu'il n'aime pas les femmes, hein, pour autant. Donc, il a une attitude assez particulière, mais qui est certainement liée au fait qu'il ressentait une culpabilité, mais qu'il ne pouvait pas s'en empêcher. Et d'ailleurs, sa mère le protégeait beaucoup, sa mère extrêmement cultivée, hein, c'est elle qui l'a initié à ce choix culturel, en quelque sorte, et elle savait très bien, mais ça ne se disait pas. Aussi, on dit la même chose à propos de texte de Proust qui est quelquefois, ça paraît très antisémite. Oui. Mais en réalité, il voulait montrer la société de l'époque qui était anti-homosexuel et antisémite. Il parle le livre, il montrait comment les gens à l'époque regardaient les gens qui étaient différents. Oui, certainement. Alors, pour ce qui est de l'antisémitisme, c'était assez compliqué parce que, en fait, ce qui est tout à fait remarquable, comme je vous le disais, c'est que Paris, dans la seconde moitié du 19e siècle, a beaucoup évolué à l'égard, justement, des Juifs, dans la mesure où sont arrivés à Paris, par exemple, les Camondo qui venaient de Turquie. Vous avez les Rothschild, vous aurez les frères Pereire. Hein. Nous avons un grand boulevard Pereire à Paris, qui sont des gens, en fait, que rien ne permet de distinguer comme juifs. C'est-à-dire, il n'y a aucun signe extérieur. Ils peuvent pratiquer le judaïsme, mais pas forcément. Et d'ailleurs, Jeanne Weil, je vous l'ai dit, était d'une famille quand même pas très pratiquante, tout comme le mariage entre, Adrien Proust et Jeanne Weil n'a posé aucun problème, bien qu'ils fussent de deux religions différentes. Et quand il va mourir, en fait, il va être enterré de manière chrétienne. Hein. Donc, au départ, c'est pas très important. Et je vous rappellerai que, Crémieux, Adolphe Crémieux, qui était juif, mais dont le nom avait été un petit peu francisé, en 1870, après la chute de Napoléon III, va promulguer le décret Crémieux qui permet aux Juifs d'Algérie d'acquérir sans problème la nationalité française. Donc, c'est assez ambigu ce sentiment de la France à l'égard, si vous voulez, des Juifs. Je dirais, moi, à mon sens, hein, que l'antisémitisme qui s'était bien apaisé, disons, pendant 20-30 années, va complètement se redévelopper et quelque part, il va en être victime. Alors, je pense que ce que voulait dire, Proust quand il a des réflexions éventuellement antisémites, mais il raconte un petit peu comment les choses sont perçues. Mais je vous rappellerai que Charles Haas, qui a été un petit peu l'inspirateur de Swann, hein, d'une certaine manière, l'équivalent de Swann, vous avez vu le tableau de James Tissot, il était absolument intégré à la société. Donc, c'est assez compliqué, cette perception à l'époque. Mais là encore, vous savez quand même, je pense que ce qui est intéressant, outre le talent littéraire extraordinaire de Marcel Proust, c'est une photographie exacte de la société à l'époque, qui connaît très bien la réalité des choses. Et pour terminer, excusez-moi, je suis peut-être un peu longue, mais pour terminer, quant à l'homosexualité, les femmes étaient assez bien admises. Hein. On appelait ça des amours saphiques. Nous avons aussi l'exposition des pionnières en ce moment au musée du Luxembourg à Paris, où on voit donc que beaucoup d'artistes étaient des femmes, disons qu'on dirait homosexuelles, mais on parlait d'amour saphique, et qui d'ailleurs, certaines avaient changé leur nom pour prendre un prénom masculin et qui, s'habillaient en homme. Donc, c'est beaucoup moins mal jugé pour les femmes que pour les hommes.
Très bien. Question, comment est-ce que Marcel Proust pensait-il de la pauvreté et la justice sociale à l'époque? Alors ça, c'est pas très facile d'y répondre. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il va faire un portrait plutôt, je dirais, de cette société mondaine et culturelle. Maintenant, par exemple, il peut être tout à fait touché par quelqu'un, bien disons, dont il estime qu'il ne vit pas ce qu'il devrait vivre. Avec Cécile Albaret, par exemple, qui était d'un milieu relativement modeste, eh bien, il l'a accueillie, finalement, elle est devenue une sorte de collaboratrice. Mais finalement, on ne sait pas très bien, il parle assez peu, d'une certaine façon, de ces milieux modestes. Si ce n'est, par exemple, dans Sodome et Gomorrhe, où il fait allusion, je vous parlais tout à l'heure dans l'exposition des photos, où on voit par exemple, des garçons bouchés ou des jeunes gens qui ont quelque chose qui sont assez simples. Il sera aussi assez ému lors de la guerre de 14 par les soldats, les jeunes soldats, entre autres choses. Mais c'est vrai que ça n'est pas tellement à travers Proust qu'on va voir une pensée beaucoup plus ouverte à l'égard des classes sociales défavorisées. On ne peut pas dire qu'il ait une pensée socialiste, entre guillemets, ou des choses comme cela, à mon sens. D'accord. Dernière question. Ayant vu l'exposition il y a 3 semaines, oui. Ce qui m'a justement impressionné, c'est la description, les informations sur le milieu politique, social, intellectuel de son temps. On parle par exemple de la fille d'Edgar Faure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Alors là, j'avoue que je vois pas trop. Non, sur le plan politique, essentiellement, je dis, c'est surtout autour de la crise de l'affaire Dreyfus, où il soutient absolument les Dreyfusards. En revanche, là, je suis désolée, surtout si c'est la dernière question, de rester comme ça sur quelque chose auquel je ne peux pas répondre. Ça ne fait pas très, très sérieux, j'en suis navrée. Mais non, là, je ne vois pas trop. Je ne me souviens pas vraiment de cet épisode de la fille du président Faure, c'est cela même. Alors là, je suis vraiment navrée, mais je ne sais pas si Evelyne, vous voulez demander plus de détails? Oui, en fait, je crois que c'était surtout pour montrer, pour moi, ce qui m'avait impressionné, c'est qu'en fait, je me souviens, quand on pense à Proust, on ne pense pas à Cocteau nécessairement, on ne pense pas au milieu politique dans lequel il vivait, et c'est ça que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Et on parle en particulier de la fille d'Edgar Faure, qui, je crois, sortait avec un ami justement de Proust, et je ne sais plus exactement si c'était un ami homosexuel ou pas. En fait, il y avait de toute façon énormément d'échanges. D'accord. Que ce soit homme ou femme. Mais j'avais été justement impressionnée parce que ça ne me serait pas venu à l'idée nécessairement de réfléchir que Edgar Faure était au même moment, vous voyez, que vivait à l'époque de Proust. Alors, êtes-vous sûr que c'est Edgar Faure? Oui, je viens de regarder. Edgar Faure était né en 1908. Alors, je crois qu'il était. Ah bon, j'ai pensé qu'il était. Non, mais je pense que c'est le président Faure. Je pense que c'est pas le même. C'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation. Oui, oui. Parce que j'ai pensé que c'était. Non, mais ça peut pas être Edgar Faure parce qu'en fait, Edgar Faure, c'est vraiment le plein XXe siècle, et bien après la guerre, la Seconde Guerre. Il est né en 1908. Oui. Donc c'est vrai que ça doit être. 14 ans, c'est un peu juste pour avoir une fille. Oui, alors ça doit être. Mais il parlait de Faure, donc je ne sais pas duquel, effectivement. C'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation de quel Faure il s'agissait. Je crois que c'est le président Félix Faure. Oui, c'est Félix Faure. Oui, c'est Félix Faure. Et alors, par contre, j'avoue mon embarras, là, je n'ai pas suivi tellement cette controverse. Ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois,
bien qu'il fût dans la mondanité, Marcel Proust était quelqu'un quand même de, entre guillemets, moderne et progressiste. Même si, en fait, il était ami, ce qui est formidable, par exemple, c'est qu'il était aussi ami avec Alphonse Daudet, qu'il était, et Anatole France, surtout Anatole France, c'est celui qui vraiment a été un dreyfusard parfait. Et il était très ami avec les Daudet, avec Lucien et Léon Daudet, qui ont une position politique pas très recommandable. Léon Daudet, par la suite, c'est vraiment l'extrême droite. Donc, il était assez œcuménique, en fait, mais plutôt orienté, je dirais, vers des positions assez ouvertes. Merci. Mais je vous en prie. Gail, yes, Thursday, do you want to come back on and thank everyone? Everyone's giving just formidable, Catherine, on est ravis. C'était un grand plaisir, une grande première, puisque je fais souvent des visioconférences, mais je suis très, très, comment dirais-je, honorée d'en avoir fait une à New York, que je connais bien, mais où je n'ai pas été depuis longtemps. Et vraiment, c'était un énorme plaisir pour moi, un peu angoissant au début parce que j'ai eu des petits soucis techniques, mais en tout cas, pour moi, c'était quelque chose d'extrêmement agréable. Et écoutez, je serais ravie éventuellement un jour de renouveler l'opération. En tout cas, vraiment, un très grand plaisir pour moi. Je vous remercie beaucoup de votre intérêt et de l'excellence de vos questions. Vous étiez formidable, Catherine. Moi, je le savais quand je vous ai rencontré à Carnavalet à Paris il y a un mois. Et merci bien pour tout. René, est-ce que tu veux dire quelques mots, Linda? Non, encore une fois, merci beaucoup, Catherine. Alors, il faut absolument que vous sachiez que vous avez presque toutes les alliances françaises dans les USA qui sont venues à votre conférence aujourd'hui. Mais quel honneur! Vous avez touché tous les États-Unis, tous les francophones, francophiles qui s'intéressent à Proust. Alors, un grand merci de la part de la Fédération vraiment. Des alliances françaises. Merci et à aussi tout le monde. à faire acheter pour la présentation. Alors, everyone can clap. Alors, un grand merci. Unmute. Merci. Merci et au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon week-end. Merci. Au revoir.